Au mariage de mon frère, j'étais enceinte de 8 mois. Je lui ai offert une montre à 1200 $. Il l'a jetée par terre en disant qu'elle était aussi laide que moi. Puis il m'a poussé où mon ventre a heurté une table, ma poche des os s'est rompue. Ma mère cruelle m'a frappé à la tête avec un support métallique. Je criais de douleur quand mon mari est entré. En le voyant, ma mère est restée figée, choquée, parce que... Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Si on m'avait dit qu'un simple instant lors d'un mariage, un petit geste d'amour, se terminerait par moi, allongé sur le sol froid, me tenant le ventre au moment où je perdais les os, je ne l'aurais jamais cru. Je pensais simplement assister à une fête. Je n'avais aucune idée que je fonçais droit dans une tempête que je n'avais pas provoquée, mais qui tenterait de me détruire. J'avais apporté un cadeau du cœur, espérant l'unité, la guérison. Au lieu de cela, j'ai été insulté, bousculé et frappé, sous les yeux de tous. La douleur physique n'était rien comparée à la trahison dans leur regard. Et juste au moment où la foule se taisait, alors que je sentais la chaleur de mes os se rompre et que mes genoux heurtaient le sol, une pensée hurlait plus fort que tout le reste. Ils voulaient me briser aujourd'hui, mais ils n'ont aucune idée de ce dont je suis capable. Je m'appelle Gloria et j'ai 30 ans. En ce moment, je suis enceinte de 8 mois et je vis dans une banlieue tranquille de Fair Hill, New York, avec mon mari Ryan. Mon rock, ma raison de respirer. Mais si vous demandez à mes parents, ils vous diront que j'ai toujours été l'invisible. Pour eux, je n'étais jamais assez. Pas assez jolie, pas assez gracieuse, pas assez brillante. Mon frère Lucas, lui, était l'enfant chéri, le fils élu, le joyau de la famille. Il pouvait mentir, tricher, rater ses examens, crier sur nos parents et être quand même loué pour son potentiel. Moi, par contre, j'ai obtenu mon diplôme avec mention, j'ai monté une petite boutique de fleurs à partir de rien et j'ai discrètement aidé aux dépenses du ménage quand nos parents traversaient des difficultés, mais j'étais toujours juste là, présente mais jamais remarquée, comme un élément du décor. Notre mère, Linda, était le genre de femme qui croyait que la discipline était de l'amour, mais seulement pour moi. Avec Lucas, elle n'était que douceur et sourire. Avec moi, c'était des regards froids, des paroles acerbes et un sentiment permanent de déception. Notre père, Roger, ne valait guère mieux. Il ne frappait pas, mais ne protégeait pas non plus. Il se contentait d'exister en arrière-plan, toujours d'accord avec ce que Linda disait, comme s'il avait oublié comment avoir ses propres pensées. Quand j'ai épousé Ryan il y a 3 ans, ils ont à peine pris acte du mariage. Pas de discours émouvants, pas d'héritage familial transmis. Lucas n'est même pas venu. Il a dit qu'il avait des choses plus importantes à faire. Mais Ryan est resté à mes côtés à travers tout ça. Il est ingénieur en structure, pondéré, gentil, attentionné, le genre d'homme qui voit les gens, pas seulement ce qu'ils peuvent offrir. Et quand j'ai découvert que j'étais enceinte, ses yeux se sont embués de larmes. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé à quoi ressemblait le véritable amour. Nous étions excités, nerveux, nous planifions l'arrivée de notre fille. Oui, c'est une fille. Nous avions déjà choisi son prénom, Lily, comme la fleur, belle, forte et pleine de grâce. Mais à mesure que mon ventre s'arrondissait, le silence de ma famille grandissait. Pas d'appel téléphonique, pas de félicitations. C'était comme s'ils prétendaient que je n'existais pas. Et puis, sorti de nulle part, une enveloppe est arrivée dans notre boîte aux lettres. Une invitation au mariage de Lucas. Pas d'appel, pas de mots personnels, juste un carton imprimé avec des lettres en relief invitant M et Madame Ryan et Gloria Bennett à la grande célébration du mariage de Lucas et de sa fiancée. Un mariage à l'étranger, rien de moins. Extravagant, bruyant, luxueux, tout comme Lucas. Ryan m'a regardé alors que je tenais le carton en silence. Il a doucement posé sa main sur la mienne et a demandé « Es-tu sûr de vouloir y aller ?» Je n'étais pas sûr, mais quelque chose en moi a murmuré « Ils ne te verront peut-être jamais, mais tu mérites d'être vu. » Alors j'ai hoché la tête. Je ne le savais pas encore, mais cette décision allait tout changer. Les semaines précédant le mariage de Lucas furent épuisantes, non pas physiquement, mais émotionnellement. Ryan n'arrêtait pas de me rappeler que je ne leur devais rien. Il disait « Gloria, tu es enceinte de 8 mois. Tu n'as pas à te prouver quoi que ce soit à des gens qui te traitent comme un fardeau. » Et il avait raison. Mais je ne pouvais pas laisser tomber. Peut-être était-ce de la fierté. Peut-être de l'espoir. Peut-être avais-je juste besoin de tourner la page. J'ai décidé d'assister au mariage. Je savais que personne ne s'attendait à ce que je vienne, surtout pas ma mère Linda, qui n'avait même pas pris de mes nouvelles une seule fois pendant ma grossesse. Mais si j'allais me montrer, j'allais le faire avec dignité.
J'ai eu l'idée parfaite pour un cadeau. Mon grand-père m'avait légué une magnifique montre à gousset ancienne, vieille de plus d'un siècle, transmise de génération en génération. C'était l'une des rares choses de valeur que j'avais encore de ce côté de la famille. Je l'ai fait nettoyer, polir et les placer dans un coffret en bois doublé de velours. Je l'ai même fait graver avec les initiales de Lucas. Ryan a hésité en la voyant. « Tu es sûr de ça ?» demanda-t-il doucement. « Je veux leur montrer que je vaux mieux que ce qu'ils croient », ai-je répondu. Il n'a pas discuté. Il m'a juste embrassé le front et m'a dit d'y aller doucement. Le mariage avait lieu dans un vaste domaine à la campagne, juste à l'extérieur de Fairhill. Des roses blanches bordaient l'allée. Des voitures de luxe étincelaient au soleil. À l'intérieur, c'était tout ce qu'on pouvait attendre d'un mariage haut de gamme, lustre en cristal, table aux garnitures dorées et une liste d'invités remplie de gens qui connaissaient à peine le marié mais voulaient faire partie de son cercle de lumière. En entrant, les têtes se sont tournées, non pas à cause de ma grossesse, mais parce que j'avais osé me montrer. Linda nous a repérés de l'autre bout de la pièce. Son visage s'est décomposé une fraction de seconde avant qu'elle ne force un sourire et ne vienne vers nous. « Gloria » dit-elle, la voix sèche. « Tu es venue. » « Oui » ai-je souri poliment. Je ne manquerai pour rien au monde le grand jour de mon frère. Elle n'a pas demandé comment j'allais. Elle n'a même pas jeté un regard à mon ventre. Elle a juste marmonné quelque chose à propos de vérifier les traiteurs et s'est éloignée. Lucas ne nous a pas salués. Il était trop occupé à poser pour des photos avec sa mariée et à socialiser avec son cercle d'amis d'élite. Je me sentais comme une intruse dans ma propre histoire familiale. Ryan est resté près de moi, me frottant doucement le dos, me rappelant par son silence que je n'étais pas seul. Finalement, un membre du personnel a annoncé que le dîner serait servi sous peu. C'est alors que Lucas m'a enfin remarqué, ou plutôt a finalement décidé de faire comme s'il m'avait vu. Il s'est pavané vers moi, une flûte de champagne à la main, et m'a fait un demi-sourire. « Je ne pensais pas que tu viendrais » a-t-il dit. Je lui ai tendu le coffret de la montre et j'ai souri. C'est un héritage familial de grand-père. J'ai pensé qu'il te revenait maintenant. Il n'a même pas regardé le coffret. Il s'est simplement détourné en marmonnant, bien sûr, peu importe. Ryan a pris ma main. Je l'ai serré fort. Quelque chose au fond de moi me disait que le pire n'avait même pas encore commencé. Le dîner fut servi avec de grands discours et des applaudissements encore plus forts. Les rires résonnaient dans la salle alors que de vieux amis d'université portaient des toasts à Lucas, racontant des histoires sur son charme et son intelligence. Chaque mot était comme un coup de poignard. Personne n'a mentionné la fois où il s'est fait renvoyer de l'école ou comment maman avait étouffé l'affaire. Personne ne se souvenait comment je lui donnais des cours de maths tout en préparant le dîner à 16 ans. J'étais assise au bout d'une longue table, près du mur. Ryan est resté proche, essayant d'apaiser mon malaise. De temps en temps, il se penchait et me chuchotait quelque chose de gentil, juste pour me rappeler que je n'étais pas invisible pour tout le monde. Mais alors est arrivé le moment qui a brisé le peu de dignité qu'il me restait. Lucas s'est levé de sa table, d'un geste exagéré, a dit « Oh, ma sœur m'a offert quelque chose ». Il s'est approché, tenant le coffret de la montre que je lui avais offert plus tôt. Tout le monde a tourné la tête. « Voyons ce que c'est, voulez-vous » Mon cœur s'est serré. Il a ouvert le coffret devant la foule, a sorti la montre à gousset ancienne, avec un sourire narquois, a élevé la voix, un vieux truc rouillé du grenier de grand-père. C'est censé être sentimental ? Gloria, tu as vraiment un talent pour rendre les choses bon marché encore pire. Des rires ont parcouru les invités, nerveux au début, puis plus forts alors que Lucas gloussait de sa propre cruauté. J'étais figé. Mon corps ne pouvait plus bouger. Mon visage est devenu brûlant. Ryan s'est levé d'un bond de sa chaise, prêt à dire quelque chose, mais je lui ai doucement tiré la manche, le suppliant silencieusement de ne pas envenimer les choses. Mais Lucas n'avait pas fini. Il a tenu la montre à gousset en l'air, puis, d'un geste théâtral, l'a fracassée sur le sol en marbre. Un craquement sec a résonné dans la pièce alors que le verre du cadran volait en éclats. Des halètements ont fusé. Certaines personnes semblaient stupéfaites. D'autres chuchotaient simplement. Il s'est retourné vers moi, souriant cruellement. Honnêtement, Gloria, tu offres des cadeaux comme tu t'habilles. Bon marché et démodé. Ryan a fait un pas en avant. Ça suffit. Mais avant qu'il ne puisse finir, Lucas m'a violemment bousculé, juste devant tout le monde. J'ai reculé en titubant, j'ai perdu l'équilibre et j'ai senti une chaleur humide et profonde entre mes jambes. Mon souffle s'est coupé. J'avais perdu les os. Une secousse douloureuse a traversé mon ventre.
J'ai poussé un petit cri, me tenant le ventre. Des chaises ont raclé le sol, des gens se sont levés. Et puis est arrivé le moment que je n'oublierai jamais. Ma mère, Linda, s'est précipitée en avant, le visage déformé par la colère. « Tu gâches toujours tout » a-t-elle hurlé. Puis, sans réfléchir, elle a attrapé l'objet le plus proche, un lourd support de ballon en métal près de la table des cadeaux, et l'a balancé directement sur ma tête. Le bruit sourd a résonné dans mes oreilles alors qu'une douleur fulgurante me traversait le crâne. Je suis tombé à genoux, du sang coulant sur ma tempe. Les gens criaient. La voix de Ryan a déchiré le chaos, « Gloria !» Je me suis effondré sur le sol. Tout ce qui a suivi le coup est flou. Des éclairs de lumière, des halètements, mon cœur battant la chamade dans mes oreilles. J'entendais Ryan crier, je sentais ses mains tremblantes sur mes épaules, essayant de me maintenir consciente. Ma vision nageait et la douleur dans mon estomac s'est transformée en contraction. Je n'étais pas seulement blessé, j'entrais en travail. « Reste avec moi, Gloria. Regarde-moi » a dit Ryan d'urgence. Quelque part au loin, je l'ai entendu appeler à l'aide. Puis sa voix s'est stabilisée, calme, autoritaire. Il appelait le 911, parlant clairement à l'opérateur, demandant à la fois la police et les ambulanciers. Je l'entendais dire, elle est enceinte. De 8 mois. Elle a perdu les os. Elle saigne de la tête. Et sa propre mère l'a frappée. Oui, elle a utilisé un objet métallique. Il y avait maintenant une foule grandissante. Certains invités s'étaient éloignés. D'autres semblaient horrifiés. Quelques-uns filmaient, mais personne ne s'est avancé. Personne n'a essayé d'aider. Les minutes ont passé, ressemblant à des heures. Puis est venu le son qui a fendu le chaos comme une bouée de sauvetage, des sirènes. 2 voitures de police et une ambulance sont arrivées en même temps, leurs gyrophares rouges et bleus clignotant à travers les fenêtres du domaine. L'officier Carter, une femme grande et sévère aux cheveux foncés tressés, fut la première à franchir la porte. « Que s'est-il passé ici » aboya-t-elle. Ryan s'est immédiatement avancé. Ma femme, Gloria, a été attaquée par sa mère. Elle est enceinte. Son frère l'a bousculée. Elle s'est effondrée. Elle est en travail. Sans hésitation, l'officier Carter a fait signe à son équipe, sécuriser les lieux. Trouvez la mère et le frère. Séparez-les. Je veux des dépositions. Les ambulanciers se sont précipités à mes côtés. Je perdais et reprenais connaissance, la douleur se resserrant comme un étau autour de mon ventre. L'une d'eux, une jeune femme aux yeux doux, a pris mon pouls. « Tout va bien se passer, madame. On vous emmène maintenant. » Ils m'ont délicatement placé une minerve, puis m'ont soulevé sur le brancard. Alors qu'ils me sortaient, j'ai entendu des cris derrière nous. Luca hurlait, c'était juste une blague. Elle a surréagi. Et Linda, sa voix était stridente, vous ne pouvez pas faire ça. Elle a toujours été mélodramatique. Mais les policiers ne se laissaient pas berner. L'officier Carter a communiqué par radio, puis a ordonné, tous les 2 en état d'arrestation. Accusation en attente, agression, coups et blessures aggravées sur femme enceinte et mise en danger d'autrui. Alors que les portes de l'ambulance se fermaient, j'ai vu Roger, mon père, debout silencieusement près du bar, les bras croisés, aucune trace d'inquiétude sur son visage. L'officier Carter l'a regardé une fois, puis a demandé à un témoin, « Qui est-il » ? « C'est leur père » a répondu quelqu'un. Il était là. Il a tout vu. Carter n'a pas scié. Emmenez-le pour interrogatoire. Dans l'ambulance, Ryan me tenait fermement la main. Il s'est penché et m'a embrassé le front. « Je suis là pour toi. Plus personne ne te fera de mal. » Je voulais le croire. Vraiment. Mais d'abord, je devais survivre à ça. L'intérieur de l'ambulance bourdonnait de mouvements et de voix, mais je flottais, ma vision trouble, mon souffle court. L'un des ambulanciers m'a appliqué un linge froid sur le front tout en surveillant mes signes vitaux. L'autre vérifiait le rythme cardiaque fœtal. « Il est stable » dit-elle à Ryan. « Elle est en travail, mais le bébé est fort. » Ryan n'a jamais lâché ma main. Son visage était pâle, mais sa prise sur moi était ferme, sa présence inébranlable. « Tu te débrouilles incroyablement bien, Gloria. Tiens bon. Je suis juste là. » Je ne me souviens pas clairement du trajet jusqu'à l'hôpital, mais je me souviens du moment où nous sommes arrivés. Des infirmières se sont précipitées, un fauteuil roulant a remplacé le brancard, et j'ai été conduite à travers des portes battantes dans le service de maternité du St. Bridget's Medical Center, juste à l'extérieur d'Oak Ridge. J'ai été emmenée directement dans une salle d'accouchement. Le docteur Julia Kim, la gynécologue obstétricienne de garde, est arrivée quelques minutes plus tard,
examinant rapidement mes scanners et mes constantes. Vous avez une blessure au cuir chevelu, mais elle ne met pas votre vie en danger, dit-elle doucement. Vous êtes à 8 mois de grossesse et le travail progresse. Nous devons nous concentrer sur la naissance de ce bébé en toute sécurité. Ryan m'a aidé à enfiler la blouse pendant que les infirmières me préparaient. J'étais épuisé. Mon corps meurtri, mon âme déchirée, mais au fond de moi, une étincelle de force vacillait. J'étais arrivé jusqu'ici. Je n'allais pas les laisser me briser maintenant. Les heures ont passé, en vagues de douleur et de contraction. Le docteur Kim et son équipe m'ont guidé à chaque respiration, à chaque poussée. Et puis, à 3h47 du matin, après une dernière vague de douleur et un dernier cri, Lily est née. Ma fille, ma raison de survivre. Je l'ai entendue avant de la voir. Un vagissement puissant, magnifique, qui a traversé la chambre d'hôpital comme un cri de victoire. Ils l'ont placée sur ma poitrine et j'ai pleuré. Elle était minuscule, avec un duvet de cheveux foncés et les doigts les plus parfaits que j'ai jamais vus. Sa peau était chaude, son cœur battait vite contre le mien. Ryan se tenait à côté de moi, les yeux remplis de larmes. Elle est parfaite, tout comme sa maman. Nous sommes restés ainsi un moment, notre petite famille, nouvelle et entière, même dans les ruines de tout ce à quoi nous avions échappé. Plus tard dans la journée, après que Lily eut été examinée et placée en toute sécurité dans son berceau, le docteur qui m'est revenu dans la chambre. Elle va très bien, nous a-t-elle dit. Et Gloria, vous vous remettrez complètement. Vous avez eu de la chance. Cette blessure à la tête aurait pu être pire. Mais je ne me sentais pas chanceuse. Je me sentais éveillé. Éveillé à la vérité. Il était temps d'arrêter de survivre. Il était temps de se battre. Nous sommes sortis 3 jours plus tard. Lily était en bonne santé, dormant paisiblement dans son porte-bébé alors que Ryan et moi franchissions les portes de l'hôpital. Le soleil d'hiver commençait à peine à se lever sur Oak Ridge. Je portais un bonnet doux pour couvrir la blessure bandée sur mon cuir chevelu. Mon corps me faisait encore mal, mais mon cœur avait trouvé une nouvelle armure. Avant de partir, j'ai demandé un rapport médical complet documentant la blessure à la tête, le traumatisme de la grossesse et le travail prématuré. L'infirmière a hoché la tête solennellement. Nous avons déjà envoyé une copie à la police. En montant dans la voiture, Ryan s'est tourné vers moi. Tu es sûr de ça? J'ai croisé son regard. Je ne les laisserai pas s'en tirer comme ça. Pas cette fois. Cette même semaine, nous avons rencontré l'avocat David Brooks, un avocat respecté en droit de la famille et en droit pénal, recommandé par le programme de soutien aux victimes de l'hôpital. Il a lu les dossiers en silence, jetant parfois un coup d'œil aux photos de mes ecchymoses, aux notes du médecin, aux dépositions des témoins recueillies par l'officier Carter. Il s'est penché en arrière et a tapoté son stylo. Nous allons déposer 2 requêtes distinctes. Une plainte pénale pour agression et mise en danger, et une ordonnance restrictive pour les tenir tous les 3 éloignés de vous et de Lily. Quelles sont les chances qu'ils soient punis? A demandé Ryan. Brooks n'a pas hésité. Les preuves sont solides. L'agression a eu lieu lors d'un événement public, devant des témoins. La mère a utilisé un support de ballon en métal comme arme sur une femme enceinte. Cela seul a un poids considérable. Il a poursuivi, votre frère Lucas sera accusé d'agression physique ayant entraîné un travail prématuré. Et votre père Roger, pour complicité et non-intervention lors de l'attaque. Il vous a également insulté juste après. Nous avons tout déposé ce jour-là. L'ordonnance restrictive a été accordée dans les 72 heures. 3 semaines plus tard, les procédures judiciaires ont commencé. J'ai assisté à chaque audience, Lily emmaillotée dans mes bras, Ryan toujours à mes côtés. Linda était assise au tribunal, l'expression figée, ne montrant aucun remords. Lucas s'agitait, essayant de charmer le juge avec de faux regrets. Et Roger, mon père, était assis en silence, comme toujours. Mais la juge Parker n'a pas été émue. Après avoir examiné les dossiers médicaux, les preuves vidéo des invités et les rapports de police, elle a rendu son jugement. Linda, ma mère, a été condamnée à 3 ans de prison pour coups et blessures aggravées sur une femme enceinte avec intention de nuire. Lucas, mon frère, a écopé de 18 mois de prison dans le comté pour mise en danger d'autrui et agression physique ayant entraîné un travail prématuré. Et Roger, mon père, a reçu 6 mois de mise à l'épreuve, une thérapie obligatoire et une amende pour non-intervention dans une situation violente. Lorsque la juge m'a demandé si j'avais quelque chose à dire, je me suis levé, tenant Lily près de moi. Ma fille grandira en sachant que personne, pas même la famille, n'a le droit de vous faire du mal sans conséquence. C'était fait.
La justice avait parlé, mais la guérison, cette partie-là était encore à venir. 6 mois ont passé. 6 mois de guérison, de tétées nocturnes, d'audiences au tribunal, de séances de thérapie et d'apprentissage de la maternité dans un monde qui avait autrefois tenté de m'écraser. Mais je ne l'ai pas laissé faire. J'ai reconstruit, pièce par pièce. Et un jour, j'ai regardé Lily endormie dans son berceau et j'ai dit, il est temps. Avant tout cela, j'avais des rêves, petits, discrets. J'avais autrefois travaillé comme assistante dans une boutique de mariage locale. J'aimais la façon dont les tissus bougeaient, la façon dont le visage d'une femme s'illuminait lorsqu'elle trouvait la robe qui la faisait se sentir puissante. Mais à l'époque, ce n'était qu'un travail. Maintenant, c'était devenu ma mission. Avec le soutien de Ryan et une petite subvention aux entreprises pour les survivantes de violences domestiques, j'ai rouvert cette ancienne boutique sous un nouveau nom, Lily Grace Bridal. Oui, du nom de ma fille. La grande réouverture a eu lieu dans un quartier chaleureux juste à l'extérieur d'Oak Ridge. La vitrine avait de grandes fenêtres, des lettres pastel et une exposition de voiles faits à la main et de robes personnalisées. Je me tenais à la porte ce matin-là, dans une robe bleu tendre, Lily dans mes bras, accueillant les invités. Des propriétaires d'entreprises locales sont passés, d'anciens clients, des voisins, des gens qui avaient entendu mon histoire et voulaient faire partie de ce nouveau commencement. Ryan a apporté du cidre pétillant et des cupcakes. Il avait passé toute la semaine à aider à repeindre l'intérieur, même s'il avait des réunions de travail et des gardes de nuit. Pour mes filles, n'arrêtait-il pas de dire. Tout pour mes filles. Ce soir-là, alors que le soleil déclinait, je me tenais devant la foule rassemblée, un simple ruban à la main. On m'a dit un jour que ma vie n'avait aucune valeur, et je dis, la voix ferme, que je n'étais qu'un fardeau. Mais aujourd'hui, je veux dire à chaque femme qui s'est déjà sentie diminuée, vous n'êtes pas une erreur. Vous n'êtes pas faible. Vous avez le droit de grandir, de briller. Les applaudissements ont fusé alors que je coupais le ruban. La boutique n'était pas seulement un magasin. C'était une déclaration. Un symbole de survie, de maternité et d'une femme qui avait été abattue mais refusait de rester à terre. À l'intérieur, Lily gloussait depuis sa poussette alors que j'accueillais notre première cliente. La boutique n'avait qu'un seul employé à plein temps, moi, mais j'avais une douzaine d'idées, plus que ça, j'avais un but et la paix. Je n'avais aucun contact avec mes parents ou mon frère. L'ordonnance restrictive restait active. Même si mes cicatrices ne s'étaient pas complètement estompées, l'espace qu'elles avaient laissé avait été rempli par quelque chose de plus fort, la foi. La foi en ce que j'étais devenu. 1 an après la naissance de Lily, je me tenais à côté de son berceau, écartant doucement des boucles souples de son petit front pendant qu'elle dormait. La boutique prospérait. Notre clientèle grandissait. Ryan avait récemment accepté une promotion qui nous donnait plus de marge de manœuvre financière. Et moi, je faisais plus que survivre. Je me tenais droite. Mais la véritable étape importante n'est pas venue avec les victoires judiciaires ou les grandes inaugurations. Elle est venue tranquillement, un matin de fin de printemps, lorsqu'une carte est arrivée par la poste. Pas d'adresse de retour, juste mon nom. À l'intérieur, des excuses griffonnées de l'écriture de mon père. Pas d'explication, pas de défense, juste les mots, nous avions tort. J'ai placé la lettre dans un tiroir et l'ai refermée. J'avais cessé d'avoir besoin de leur approbation depuis longtemps, car j'avais trouvé quelque chose de plus puissant. Je m'étais trouvé. Ce week-end-là, Ryan et moi avons célébré le premier anniversaire de Lily avec un petit pique-nique dans le jardin botanique local. Juste nous, quelques amis proches et une petite fille en robe jaune, riant alors que des papillons passaient près d'elle. Je l'ai regardée trottiner, les bras tendus, et je l'ai sentie au plus profond de moi. Cette vie, que j'avais autrefois suppliée silencieusement sur des lits d'hôpital et lors de nuits tranquilles. Elle était réelle maintenant. Elle était mienne. Ryan s'est approché de moi et m'a embrassé le sommet de la tête. « Elle a tes yeux, dit-il doucement. Et ton feu. » J'ai souri, posant ma tête sur son épaule. On ne la fera jamais se sentir sans valeur dans sa propre maison. Le rire de Lily a résonné à travers l'herbe. En rangeant, j'ai remarqué une petite étiquette sur l'ourlet de sa robe. Il y était écrit « Lily Grace, l'étiquette de ma boutique ». Des larmes me sont montées aux yeux. Ce n'était plus seulement un nom. C'était une histoire, un voyage du silence à la force, du rejet à la dignité. Et à cet instant, j'ai murmuré les mots pour moi-même, comme un vœu silencieux, je m'appelle Gloria. J'ai 32 ans. Je suis une mère. Je suis une survivante. Je ne suis pas celle qu'il disait que j'étais. Je ne l'ai jamais été. Gloria a surmonté des abus générationnels,
l'injustice légale et la dévastation émotionnelle. Elle a tenu bon, a traduit ses agresseurs en justice et a trouvé une nouvelle vie grâce à la maternité et à l'entrepreneuriat. Elle n'a pas seulement retrouvé sa voie. Elle a construit un monde entièrement nouveau avec elle. Merci beaucoup d'avoir regardé cette histoire. Si elle vous a ému ou fait réfléchir, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de laisser un commentaire avec vos pensées et de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires inspirées de la vie réelle et puissante. Votre soutien nous aide à continuer de partager des voix qui méritent d'être entendues. Restez forts, restez bienveillants et à bientôt dans la prochaine histoire.